tout le monde et bienvenue dans Team Up, votre nouveau podcast comics préféré. Dans chaque épisode, l'équipe relève le défi de vous parler d'un classique ou d'un futur incontournable de la bande dessinée américaine. Je suis Chris et j'ai l'honneur d'être accompagné par Captain Max de la chaîne YouTube du même nom. Hey, salut à tous. Et par Mills de la chaîne YouTube La Cave du Mills. Salut mes petites perruches. Évidemment, avant qu'on commence, n'oubliez pas qu'on est sur toutes les plateformes de podcast. Lâchez-nous des étoiles et partagez l'émission pour faire découvrir de chouettes lectures à vos potes ou à vos pires ennemis, ça fait toujours plaisir. Bon, si on est réunis aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un monument du comic book indépendant, The Mask. Et pour mieux comprendre tout ce qu'on va vous raconter, je vous propose de faire un petit retour en arrière, direction 1986. Alors là, attention, accrochez-vous, ça va être très long. Cette année-là, Mike Richardson, alors tenancier d'une petite librairie spécialisée située dans l'Oregon, fonde sa propre maison d'édition, Dark Horse Comics. Richardson y part d'un triste constat. Dans le monde de l'édition aux États-Unis et notamment chez les Big Two que sont Marvel et DC, les auteurs ne sont pas propriétaires de leur création. Exemple concret, si demain vous devenez dessinateur ou scénariste des aventures de Batman ou de Spider-Man, que vous créez un nouvel adversaire pour ce héros et que le personnage rencontre un succès tellement énorme qu'il a le droit à des films, des jouets et toutes sortes de produits dérivés, vous n'aurez pratiquement droit à rien parce que votre création appartient contractuellement à Marvel ou à DC. Alors ça évolue un petit peu, mais on ne compte plus les exemples de créateurs totalement spoliés par les maisons d'édition qui ont pratiquement fini leur vie dans la misère, tandis que leur création ramenait des millions de dollars au box-office. Mike Richardson, il va décider d'adopter un modèle économique totalement différent, celui du creator-owned, où les artistes conservent les droits de leur création, et il va lancer une revue anthologique appelée Dark Horse Presents, dont 100% des bénéfices reviendront aux auteurs des comic books qui y sont publiés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le succès est au rendez-vous, parce qu'ils vont vendre à peu près 50 000 exemplaires du premier numéro. C'est pas mal, Ce petit fascicule mensuel, il va rapidement servir de vitrine à l'éditeur, et plusieurs séries ou personnages vont y faire leur début, et vont ensuite avoir droit à leur propre publication. Faut dire que Richardson, il a le nez creux, puisqu'il va réussir à débaucher quelques grands noms de la bande dessinée américaine dont il va publier les travaux chez Dark Horse. Frank Miller, avec d'abord Sin City puis 300, mais aussi ses travaux avec Geoff Darrow comme Hardboiled ou Big Guy Rusty. Il y aura aussi John Byrne avec les Next Men, Paul Chadwick avec Concrete ou Mike Mignola avec Hellboy, excusez du peu. Il va aussi être l'un des pionniers du manga sur le sol américain en important Lone Wolf and Cub, Akira ou Ghost in the Shell. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis Dark Horse, c'est aussi un éditeur qui va miser sur les licences. Très rapidement, ils font l'acquisition des droits de sagas comme Alien, Predator, Godzilla ou Star Wars, et plus tard Buffy contre les vampires, pour produire des comics autour de ces marques. En retour, un peu comme dans un principe de vase communicant, le cinéma va très vite s'intéresser aux licences originales créées chez Dark Horse Comics et chercher à les adapter à l'écran. Évidemment, vous avez sûrement vu Sin City, 300 ou Hellboy, mais c'est aussi comme ça que des comics plus confidentiels, comme Tank Girl, Barb Wire ou Time Cop, tous publiés par Dark Horse, vont avoir droit à des adaptations plus ou moins fidèles et réussies. On notera quand même que Time Cop, ça reste le film avec Jean-Claude Van Damme ayant réalisé le meilleur résultat au box-office américain, comme quoi, des fois il y a des surprises. Et puis plus récemment, on peut citer Umbrella Academy sur Netflix, qui est à l'origine un comic book de Dark Horse. Mike Richardson, c'est un petit malin parce qu'il est toujours impliqué de près ou de loin dans ses projets, soit comme créateur de l'œuvre originale, soit comme scénariste ou comme producteur. Parmi ces nombreuses créations ou co-créations de Richardson portées à l'écran, il y a celle qui nous intéresse aujourd'hui, The Mask, qu'il imagine dès 1982. Après avoir lancé Dark Horse Comics, Richardson y décide de développer son concept avec l'aide de l'artiste Mark Badger et ça devient un strip intitulé Mask, M-A-S-Q-U-E, publié dans Dark Horse Presents. Mais Mike Richardson, il pense qu'on peut faire mieux avec son idée et donc en 1989, il va demander au dessinateur Chris Warner, notamment créateur de Barb Wire, de retravailler le look du personnage pour finalement confier une série autour de celui-ci à un duo de jeunes auteurs, le scénariste John Arcudi et l'artiste Doug Mahnke. Ensemble, ils vont réaliser les 4 premiers épisodes de The Mask, qui vont être d'abord publiés dans la revue anthologique Mayhem, avant d'être ensuite compilés en 1991 dans le numéro 0 d'une revue dédiée à The Mask, qui sera lui-même suivi de 4 numéros dans lesquels Arcudi et Mahnke continueront de développer leur intrigue. Pour des raisons sur lesquelles on va revenir tout à l'heure, le succès est au rendez-vous, si bien que The Mask va avoir droit à de nombreuses suites sous forme de mini-séries, dont la première, The Mask Returns, est publiée en 4 numéros entre 1992 et 1993. La série originale et sa suite, on les retrouve justement au sommaire du tout premier tome de The Mask, disponible en version française chez Delirium, qui nous intéresse aujourd'hui, et je vais laisser Mills nous dire ce que ça raconte. Splendid. Let's go, splendid.
Alors je vais vous faire un petit résumé sans spoil pour commencer, évidemment on ira peut-être plus en profondeur par la suite. Là je vais parler donc ce premier volume sorti chez Delirium qui regroupe The Mask et du coup The Mask Return. Tout commence chez un antiquaire où l'on retrouve Stanley, ou Stan pour les intimes, achetant une relique pour $135, taxes comprises. Un masque vert qui compte bien offrir à Catherine, ou Kat pour les intimes, parce que ce bon vieux Stan a besoin de se faire pardonner auprès de la belle jeune femme. En effet, Stan a un comportement déplacé, il est lunatique et ne se sent pas très bien dans sa peau. Pour lui, le monde est rempli de fumier et on sent un agacement permanent, ce qui lui coûtera de se faire insulter et tabasser par ces mêmes fumiers au bout de seulement 2 pages, ce qui est un bon ratio quand on aime la baston. Une fois le masque offert à sa douce, les choses sont pardonnées et la soirée se déroule de la plus belle des manières. Seulement, voilà, le masque qui avait été préalablement posé dans la salle à manger se retrouve sur la lunette des toilettes. Il trouve ça étrange, mais qu'à cela ne tienne, il décide de l'enfiler et alors, là mes perruches, accrochez votre slip parce que l'histoire se met à partir en steak grave. Le masque prend possession de lui et il est en colocation dans sa boîte crânienne. Un colocataire qui le pousse à tabasser, des skinheads dans un premier temps, puis le sentiment de vengeance étant trop grand, il retourne voir les fumiers et là, je vous passe les détails parce que ce n'est pas franchement beau à voir. Oui, ce comics est destiné aux lecteurs adultes et avertis. Il se découvre des pouvoirs, une certaine immortalité, bref, il commence à se prendre pour un super-héros mais façon super vilain. Et forcément, ça va l'amener sur un terrain glissant, très glissant, mélangeant règlement de compte mafieux, fusillade avec les forces de l'ordre et discussion lunaire. Sachez que le porteur du masque va changer. Et pour moi, c'est clairement le point fort de ce comics. Mais alors, qui sera le prochain masque ? Beau masque. Voilà. On va mettre une petite musique. Hein. C'est une excellente question à laquelle John Arcudi et Doug Mahnke auront sûrement la réponse et Max va nous parler de ces 2 auteurs, il me semble. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non, démerdez-vous. Je vais vous parler de Frank Miller, parce que j'ai décidé. Voilà, exactement. d'Alan Moore. Du coup, au scénario, comme dit précédemment par mes collègues, c'est John Arcudi qui s'en occupe. C'est un artiste américain assez discret, je trouve, aussi bien sur le plan personnel que professionnel, puisque il ne fait pas beaucoup parler de lui, parce qu'il ne parle pas beaucoup de lui non plus, parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'interviews, il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce monsieur. On voit une photo par-ci par-là, alors que le monsieur il a quand même travaillé sur plus de 700 comics, avec des titres comme BPRD, Conan le Barbare, Alien, Robocop, et j'en passe, donc c'est assez étonnant dans le milieu. Et oui, parce que John travaille dans le milieu depuis 1986 et a travaillé chez plusieurs éditeurs. Il commence chez Malibu Comics, où il dirige son propre label, qui s'appelle Eternity. Du coup, ça permet de le lancer un petit peu dans les comics, parce qu'à la base, le monsieur n'avait pas fait grand-chose avant ça. Il va ensuite travailler un petit peu pour Marvel et surtout pour Dark Horse Comics dès l'année de sa création en 1986, si je ne dis pas de bêtises. Il démarre sur des titres comme Savage Tales et Savage Sword of Conan, puis s'attarde très vite à la réinterprétation du masque. C'est suite à la réussite de cette série que Dark Horse va le faire travailler sur tout un tas d'adaptations de films en comics tels que Alien, Predator, Terminator, Robocop, et encore d'autres comme dit précédemment. Et c'est finalement en 2004 qu'il va finir par rejoindre Mike Mignola et devenir co-scénariste sur la série BPRD, un univers dans lequel il va apporter beaucoup de choses. Il va beaucoup s'impliquer à l'intérieur de cette série et Mike Mignola va même lui laisser la main libre sur pas mal de choses, ce qu'il ne fait pas habituellement sur l'univers d'Hellboy. C'était l'une des premières fois qu'il laissait autant la main, je crois. Du côté de l'illustration, The Mask, on retrouve l'illustrateur Doug Mahnke, pour lequel c'était son tout premier job. Et ça se voit, parce que les premières pages sont très différentes des dernières pages de la série. On voit qu'au début, il se tâte un peu, et ça va mieux par la suite. Et après une petite dizaine d'années à travailler chez Dark Horse, dans la série de comics Dark Horse présente et plein d'autres travaux, il finit par rejoindre l'écurie DC Comics en 1997, quand il va reprendre son travail sur le Masque Vert dans Lobo The Mask, le crossover. Ce qui est le plus surprenant avec cet artiste, c'est la vitesse à laquelle il a progressé. Comme je disais, au début de The Mask, le dessin est très peu soigné, c'est assez inégal, surtout au niveau des physiques et des expressions des personnages. Et en quelques pages, ça s'améliore beaucoup. Et si on feuillete un peu les comics qu'il a fait par la suite, on voit que le monsieur s'améliore très vite. Il va adopter un style mainstream pour travailler chez DC Comics sans problème. Mais si on fait un petit tour sur son Instagram, en plus de le voir soulever des 150 kilos de développé couché, on peut aussi voir que le monsieur, il a aussi son propre style personnel avec un truc un peu plus violent, un peu plus assuré, un peu plus lui, quoi, un mec de 60 ans qui soulève de la fonte tous les week-ends. Et c'est pour ça que le monsieur s'amuse même à mélanger les deux. Il s'amuse à dessiner
à faire même des animations, hein. Je l'envie un petit peu, j'aimerais bien faire des animations comme ça, avec Batman, Bane, le Joker, qui s'amuse à faire des squats à 140 kilos, à 200 kilos, même une tonne, même quand tu vois les bonhommes, avec des gars pleins de veines, bien dégueulasses, un gars parfait pour dessiner du Lobo, quoi. Et du The Mask par la même occasion, parce que The Mask, c'est trash, c'est violent, et c'est parfait pour le monsieur, quoi. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce monsieur qui est assez discret lui aussi au final. Il est suivi par beaucoup de monde, tout le monde sait qu'il a travaillé sur des milliers de comics et pourtant on entend rarement parler de ce monsieur. On le cite rarement comme meilleur dessinateur ou autre quoi, parce que je pense que le monsieur il se fait assez discret quoi, un petit peu comme son copain John Arcudi quoi du coup. Des auteurs discrets donc, ce qui n'est pas le cas de l'exubérant Mills, ici présent, qui va nous donner son avis sur The Mask. Comme il y va, Bah, mais comme il y va. Écoutez, qu'avez-vous pensé de The Mask, mon bon Mills? J'ai pas lu. Non, Pas lu. je l'ai fini tout à Ok. l'heure, je suis un peu à la bourre, mais ouais, si, j'ai tout lu. Donc déjà, très belle œuvre de Delirium. Faut aimer le violet, mais très belle œuvre. La couverture est très explicite. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Donc forcément, si tu veux découvrir cet univers, tu sais à quoi tu vas t'attendre. Le scénario, alors, j'ai eu un petit peu de mal au début. Je vous avoue que j'ai bien aimé The Mask, mais j'ai adoré le retour du masque. Enfin, The Mask Return. Je trouvais le scénario un petit peu redondant parce que, bon, comme je le disais moi dans mon petit pitch, il y a, il me semble, 4 personnages qui vont partager ce masque. Alors, je sais pas comment on y va au niveau du spoil, hein, c'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on spoil full ou est-ce qu'on garde une petite part de mystère quand même? On peut faire du micro-spoil. Après, je sais Ouais, pas, ok, je sais ok. pas ce que tu veux spoiler. Du coup, c'est ça la question. Non, juste ça, le fait que je pense que c'est les personnes qui vont aller sur le comics parce qu'ils ont aimé le film uniquement et qui s'attendent à avoir du film, ça va pas être le cas forcément. On en parlera sûrement tout à l'heure, mais effectivement, là il y a 4 personnes. Enfin, le masque passe de main en main, quoi. Alors c'est toujours un petit cocon qui se le partage, mais ouais, il passe de main en main. C'est pas un seul protagoniste, c'est pas alors je crois qu'il est agent de banque, Jim Carrey dans le film. C'est pas un agent de banque qui trouve un masque et qui va faire toute son histoire avec. Là, on va avoir dans un premier temps le Stan, hein, le mec qui est un petit peu lunatique, un peu énervé et qui a beaucoup de complexes dans sa vie, qui va le prendre et faire régner la loi. Dans un premier temps, se venger. Après, on va avoir un inspecteur qui va devenir lieutenant de police, un mafieux même qui va passer par là, et puis une femme, la fameuse Cathy. Donc c'est un scénario que j'ai beaucoup aimé par rapport à ça. Malgré ça, j'ai trouvé que dans la première partie, en tout cas, The Mask, il y avait beaucoup de redondance. C'est-à-dire que c'était vachement tiens, on m'a cassé les noisettes, pour être poli. On m'a cassé les noisettes et tiens, je vais aller me venger, quoi. Tiens, j'ai le masque à côté de moi, est-ce que je le mettrais pas pour aller péter la gueule de ces gens-là? J'ai trouvé que c'était vraiment constamment le même schéma narratif, quoi. On y incorpore des policiers, des brigades entières de policiers, des disputes entre couples, entre amis, entre collègues de boulot, mais au final, on se bagarre toujours contre les mafieux, les flics et compagnie, et j'ai trouvé ça un petit peu redondant. Malgré ça, j'ai beaucoup aimé parce que, étant un grand fan de Garcenis et compagnie, j'aime beaucoup les révérencieux, j'aime beaucoup le gore, et je dois bien avouer que j'ai trouvé ce qu'on m'avait proposé, je l'ai retrouvé, quoi. Le scénario de John Arcudi, je l'ai trouvé malgré redondant, enfin même s'il était un peu redondant, je l'ai trouvé quand même vachement intéressant parce que ouais, il s'éclate en fait alors évidemment la partie graphique de Doug Mankey, genre jamais Mankey. Alors, Mackey. je vous avoue que moi j'ai été revérifié avant d'écrire mon truc. En anglais, les mecs, parce que moi je l'appelais Doug Mankey parce que j'ai fait moi aussi j'ai fait allemand. J'ai fait allemand à l'école, mais les Américains disent Doug Mankey évidemment puisqu'ils prononcent pas à la version européenne, on va dire. Je pense que c'est un nom, je sais pas, c'est hollandais. Un truc Et en du genre. français, on le dit comment? Doug Mank. Manque. Manque. Ça c'est dans l'est de la France peut-être. L'est de la France, le très très est. Et du coup le scénario, j'ai trouvé cool parce que voilà, très irrévérencieux. Arcudi, je trouve qu'il a des façons, des exécutions sommaires, les corps sont souvent transpercés, ça gicle de partout, il y a des litres et des litres de sang. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça assez cool de pouvoir. Et puis je vais passer sur la partie dessin après, mais je trouvais ça cool de mettre ça en place pour que le dessinateur puisse s'éclater, quoi. J'ai beaucoup aimé, comme je vous disais, le changement de porteur. Je trouve que ça amène quelque chose parce que je vous avoue que le premier Stanley, là, le premier mec qui avait le masque, c'est quand même quelqu'un qui a un petit peu une personne un peu nauséabonde. Et d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose qui regroupe un peu les 4 personnages, peut-être moins Cathy, mais ces 4 personnages-là sont imbus de leur personne, un peu mauvais, ont beaucoup de complexes. Et je trouve que ce qui est intéressant du fait que ça change de porteur, c'est que malgré que ce soit des losers, je trouve qu'ils arrivent, enfin, c'est tout le délire d'un masque, de toute manière, on le sait.
mais c'est de réussir à être soi-même derrière un masque. Et je trouve que l'idée est vraiment intéressante on connaît un petit peu cette histoire-là, mais c'est vrai que quand tu te caches, quand tu deviens un petit peu anonyme, tu redeviens toi-même, même si, quand on voit ta tronche, on sait pas qui tu es et compagnie, mais tu deviens jamais autant toi-même que quand tu mets le masque. C'est vraiment ce que Batman, Daredevil et compagnie vivent. Mais là, je trouve que les protagonistes, vu que ce sont des personnes un peu losers, ils sont un peu mauvais. Ils ont un fond parce qu'ils deviennent un peu schizophrènes avec le masque et tout, donc c'est assez complexe. Il y a vraiment une colocation, comme je disais, entre le masque et eux. Et psychologiquement, ça part un peu en steak. Et du coup, j'aime beaucoup l'idée que, vu que ce sont des mauvaises personnes, ils vont penser faire le bien, mais en vérité, il crée vraiment des drames, quoi. C'est-à-dire qu'il tue des dizaines et des dizaines de personnes autour d'eux, quoi. Il y a vraiment des dommages collatéraux monstrueux, quoi. Donc j'ai trouvé que vraiment l'histoire était bonne. Par contre, un petit peu redondante. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans The Mask Return, c'est que j'ai trouvé l'histoire beaucoup plus peut-être classique, mais beaucoup plus plaisante, beaucoup moins de rebondissements peut-être, et une histoire qui a un début, un milieu et une fin. Et je vous avoue qu'après avoir lu ça, j'ai bien envie d'aller voir la suite. Donc je pense que je me procurerai. Il me semble que il y a 2 tomes chez Delirium. 4. Peut-être me confirmer. Ouais, 4 en tout. 4, ouais. d'accord. Ok, cool. Tant mieux. Parce que c'est vrai que je vais passer sur le dessin. C'est pareil pour le dessin. C'est-à-dire qu'au départ, comme tu le disais, Max, c'est un truc. J'étais pas ultra chaud. C'est-à-dire que quand j'ai vu le truc, je me suis dit c'est quoi cette colo pastel, c'est quoi ces personnages à la tronche carrée. Et Le pourtant pire, je j'aime crois les que c'est la dessins colorisation, quoi. Vraiment, pour le coup. Ouais, la colo le au crayon rouge de qui couleur, bave, quoi. le rose qui bave, c'est. Ouais, et puis même les proportions et tout. Alors ça me dérange pas trop, mais le ciel qui n'a jamais trop la même couleur, les visages où il y a un œil qui est un peu plus ouvert que l'autre. Tu te dis je suis pas un fanatique de la proportion, mais là effectivement il y avait des petits trucs à revoir, quoi. Pareil pour le découpage. Le découpage il est souvent en 2 ou 3 lignes. C'est ou 3 lignes divisées en 2 ou 2 lignes divisées en 3. Ça c'est vraiment, il y a pas beaucoup de création en termes de construction de mise en scène, plus ou moins. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant parce que j'ai vu vraiment une évolution. Voilà. Même dans la colorisation, le dessin, je l'ai trouvé beaucoup plus fin. Malheureusement, peut-être un petit peu plus mainstream dans l'idée, c'est-à-dire, comment dire, j'ai trouvé qu'il avait vraiment sa patte au début, mais j'étais pas un grand fan. Et sur la fin, vraiment, il s'est rangé comme un artiste qui dessinait comme la plupart des gens dessinent du comics, c'est-à-dire beaucoup moins anguleux, beaucoup plus avec des mises en page beaucoup plus simples, avec des fonds beaucoup plus unis du coup. Je sais pas s'il est passé au numérique, mais ça m'a donné cette impression-là. Il y a vraiment un aspect numérique sur la fin qu'il n'y a pas au début. On a vraiment lâché le pastel et ouais, j'ai trouvé ça cool et beaucoup plus simple à lire, voilà, beaucoup plus efficace. Donc en cela j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'ai passé un super bon moment. Maintenant je vous dis, je suis carrément chaud pour aller lire la suite. Je conseille à tout le monde de lire ça, je pense, parce que ouais, c'est une BD qui tente énormément de choses entre les menaces. Alors il y a pas de viol, mais on n'en est pas loin. Il y a pas mal il y a des scènes d'exploitation complètement dantesques avec une 50aine de personnes qui tirent en même temps, où le mec, ça devient une passoire, le masque. Et en fait, on le sait, il est immortel quand il porte le masque. Et du coup, ça donne vraiment des scènes incroyables que le scénariste a pu proposer au dessinateur. Et du coup, il s'est donné à cœur joie, quoi. Mais attention, ne vous fiez peut-être pas aux premières pages, parce que la suite, je l'ai trouvée nettement meilleure, quoi. Ouais, tu parlais juste du film tout à l'heure. C'est quoi ton rapport au film? Est-ce que t'avais vu le film avant quand t'étais gamin, ou est-ce que tu t'as pas spécialement grandi avec ça? Le film qui est sorti en 94 là, avec de Chuck Russell là. Avec Jim Carrey, qui est quand même Jim assez. Carrey et Cameron Diaz. Cameron Diaz. C'était l'époque où Cameron Diaz c'était la caution un petit peu sexy. Moi, l'âge où j'avais en tout cas. C'était son premier rôle, là, je crois. Enfin, c'est le truc qu'il l'a mis vraiment. Son premier grand rôle, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, parce qu'elle a pas un rôle vraiment on va pas se mentir, elle a pas un rôle vraiment important, c'est la caution sexy du film. Complètement. Mais effectivement, moi, à mon jeune âge, moi j'ai dû voir ça à 6-7 ans, je vous laisse calculer mon âge, et au final, c'est un film que j'ai énormément vu à 7 ans, tu vois. Donc aujourd'hui, impossible, je pense, vraiment, à l'heure où on est, là, en 2024, je pense pas que tu laisses ton gamin de 6-7 ans regarder The Mask, mais il y a marqué à partir de 8 ans sur l'affiche, je suis en train de la regarder là, mais bon, moi je trouve ça un peu jeune, en tout cas je trouve ça un peu jeune, mais c'est peut-être le Peggy de l'époque. Mais moi, mon rapport, c'est je l'ai passé en boucle. C'était une VHS à l'époque, et c'est vous dire l'âge. Et effectivement, c'est un film que j'ai regardé avec mes potes de quartier, avec mes sœurs et tout.
c'est un film que j'adorais parce que ça mélangeait pas mal de cartoons et justement ça m'a fait penser à ça quand j'ai lu l'œuvre de comics. C'est qu'il y a vraiment ce côté cartoon qui est hyper intéressant et je suis très content de voir qu'au final ça a été un petit peu respecté. Il y a pas grand chose qui a été respecté du comics au film. J'ai relevé quelques trucs. Il y a un moment, il y a un toréador. Je sais que dans le film il y est aussi. Et puis Katie qui joue la femme fatale quoi, la femme en robe rouge. C'est un moment dans le comics, dans ce premier comics là, elle joue ce rôle là pour essayer d'amadouer le masque qui le porte. Et j'ai trouvé ça sympa, le petit clin d'œil qui du coup en amont c'était, moi je l'ai fait à l'envers, du coup j'ai pas lu le comics avant de voir le film, mais j'ai trouvé ça sympa de retrouver ça dans le comics alors que j'avais déjà vu le film. Et moi la relation que j'ai, c'est vraiment des films comme Casper, comme Jumanji et compagnie. C'est vraiment des films que j'ai poncé quand j'étais jeune. Ça sortait entre mes 7 et mes 10 ans. C'est des films que tu regardes non-stop, quoi. Bah, vraiment, voilà. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé et je trouve que Jim Carrey est parfait dans le rôle, quoi. Parce que vraiment, son faciès, sa façon de jouer, c'est vraiment quelqu'un qui met son visage à rude épreuve pour pouvoir faire des grimaces incroyables. Et ça correspond parfaitement à l'identité de The Mask, quoi. Donc voilà mon rapport avec ce film. Et toi, Chris, par exemple, qu'en as-tu pensé de ce comics? Eh ben écoute, alors pour revenir juste sur le film, moi c'est pareil, en 94 j'ai 6 ans, tu vois, donc on est en plein dedans. Et à l'époque, effectivement, même si ça peut sembler un peu bizarre aujourd'hui, je suis 100% le public visé. Alors du coup, je sais pas si toi tu te souviens. C'est pas si étonnant que ça. mais moi je me souviens que il y avait quand même pas mal de produits dérivés autour du film, et un truc qui m'avait marqué, c'était les Pogs. Alors là pareil, gros gros retour en arrière, si vous êtes vieux vous avez la ref. Les Pogs The Mask dans les paquets de BN, et tu vois, genre c'était vrai, je crois que là en une seule phrase on a le condensé de l'année 94, tu vois. Indiana Jones n'était pas loin derrière non plus. Tout à fait, Indiana Jones c'est la série animée Spider-Man, et là on est bon. Donc vraiment là tu vois, c'est un truc, moi j'ai découvert ça comme ça. Après au début je savais pas que c'était une BD, évidemment, parce que quand t'as 6 ans, tu sais, tu regardes les films et par contre j'ai rapidement découvert qu'il y avait une BD, mais je pense qu'à l'époque j'ai plus pris ça pour un espèce de produit dérivé en fait, puisque tu sais pas forcément d'où ça vient, parce qu'en fait à cette époque-là t'as un truc qui s'appelle Dark Horse France qui existe. Alors je sais pas si c'est une branche directement créée par Dark Horse en France ou si c'était sous-traité par un éditeur qui a repris le logo. J'ai pas trop trouvé d'infos sur Dark Horse France, et donc ça existait de 95 à 99, donc c'est une fenêtre qui est quand même assez réduite, et ils vont sortir 2 albums en France, qui est en fait la série The Mask Strikes Back, qui est en fait la 3e mini-série, donc la suite de ce dont on parle là, qui a été coupée en 2 volumes en VF. Et autant dire que pour le coup c'est vraiment dans le ton de la BD, donc c'est très violent, c'est très gore, ça n'a rien à voir avec le film. Et moi je sais pas, je dois avoir ça dans les mains à 9-10 ans, je ne comprends rien. Je ne comprends rien à ça, et je me dis ça n'a rien à voir avec le film, qu'est-ce que c'est que ce produit dérivé débile? Et ce n'est que bien plus tard, une fois ado, que je vais comprendre que en fait non, le film il vient de ça, et que le film il aurait pu être bien plus gore que ce qu'il n'a été, quoi. Donc ça c'est mon rapport avec The Mask à l'origine, quoi. Du coup, toi, t'as découvert le comics d'abord avec Strike Back, c'est ça? Strike Back. Ouais, exactement. Ce qui est le tome 2 chez Delirium, c'est avec le fan là. Exactement. The Voilà. Mask, tout ça, quoi. Exactement, ça correspond à ce que tu retrouves dans le tome 2 de Delirium, entre autres, et donc ouais, c'est ça, c'est la 3e mini-série, je crois, en version originale, qui du coup en fait s'éloigne, parce que ça on peut le préciser aussi, parce que c'est vrai que Mills disait qu'il était pressé de lire la suite. Il y a pas forcément une continuité extrêmement directe entre toutes les mini-séries, ça fait un peu du one shot, surtout après à partir du tome 4 Carnaval, si ça revient quand même sur. Ouais, voilà. Alors il y a un moment où on revient un peu en arrière, et on raccroche des wagons avec des personnages et tout, mais ça reste quand même des trucs qu'on peut lire un peu indépendamment les uns des autres, si on connaît le concept de The Mask, genre ce fameux masque qui rend les gens complètement décomplexés, qui va vraiment effectivement montrer un peu leur vrai visage intérieur à l'extrême. Tu peux en fait lire un peu n'importe quel tome dans n'importe quel ordre, c'est pas foncièrement grave si t'as le concept, quoi. T'auras la même introduction que pour celui-là du masque, on sait pas grand chose dessus en fait, hein. C'est un masque trouvé comme ça. C'est vrai. Ils le disent vite fait, ça viendrait des Incas ou quelque chose comme ça, quoi. Il y a peut-être un délire on voit vite fait un peu profond dans la jungle. Ouais, c'est très sommaire, ouais. On sait pas grand chose dessus, quoi. Je crois que même dans le film, il nous parle carrément de Loki, tout ça, alors que là, c'est ça. Dans le film, il trouve plutôt des origines à base de mythologie nordique, alors que dans la BD, c'est vrai que c'est plus une mythologie qu'on peut estimer, sud-américaine ou africaine. On sait pas. Je me demande si ça évolue pas aussi d'ailleurs au fil des trucs un peu, mais il y a un peu de tout, quoi.
En ce qui concerne le comics, Richardson, il dit que The Mask, c'est un mélange entre Tex Avery et Terminator. Et ben, je trouve qu'on est vraiment en plat dedans. Et pour le coup, c'est des trucs avec lesquels j'ai aussi grandi. Donc moi, ça m'a peut-être parlé encore plus. Mais ce côté vraiment, cet humour slapstick de cartoon, hein, où en gros, bah, des trucs te tombent dessus ou t'explosent à la gueule, mais tu sais qu'il y a pas de vraies conséquences. Tu vois, les personnages de cartoon ne meurent pas. Sauf que là, dans The Mask, bah, il y en a. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui leur explose à la gueule, ils peuvent mourir. Sauf le masque qui lui est relativement invulnérable. Mais la violence un peu décomplexée, elle est quand même assez rare à l'époque parce que t'as vraiment aucune concession. Et j'ai un peu l'impression que c'est un des premiers exemples comme ça où tu, en matière de BD américaine en tout cas, où t'as un personnage surpuissant, quasi divin, et où ça peut le faire vriller. C'est un truc que tu vas retrouver évidemment après, alors à différents niveaux, mais des personnages un peu borderline déjà comme Judge Dredd, bon ça existait avant, où t'as juste avant le Docteur Manhattan dans Watchmen, qui est tellement omnipotent, qui finit par se désintéresser, tu vois, des pauvres mortels. Peut-être Crumb aussi, ouais. Ouais, voilà. Ça avant, tu vois. T'as déjà 2-3 trucs comme ça, mais c'est quand même pas à ce point-là. Là, tu retrouves pour moi vraiment le brouillon de ce que tu vas avoir dans The Boys, tu vois, où les personnages, ils se savent intouchables, et du coup, ils vont commettre un peu les pires méfaits, parce qu'en gros, bon, bah, de toute façon, il peut rien m'arriver, donc, Osef, je fais ce que je veux. Et en même temps, t'as quand même beaucoup de passages extrêmement drôles, qui sont quand même très perchés, parce que même des personnages qui sont assez lisses, quand ils portent pas le masque, ils vont tomber dans l'excès, rapidement, tu vois, et on sent que ça va les pervertir un peu, que ça va les faire un peu vriller, un peu en mode l'anneau unique, tu vois, et du coup, ça, je trouve que ça fonctionne très bien aussi. Ce côté, oui, bah, comme tu le disais, ça, il y a vraiment une désinhibition totale des personnages où même bah, le petit banquier, le petit comptable, le petit le mec qui a l'air extrêmement lisse, extrêmement sage, va devenir une espèce de psychopathe ultra violent, quoi. Après, comme Mills l'a dit, la série elle est pas sans défaut. Tu parlais de la redondance, je trouve que ça va vraiment avec le côté, enfin c'est un truc qu'on trouve beaucoup dans les séries indé de l'époque, parce qu'en fait souvent ça part d'une bonne idée de base, mais personne n'a vraiment pensé à la suite, en fait. Genre, ah, j'ai une super idée, on va faire une BD avec, mais dans la durée, tu vois que les mecs construisent un peu l'univers au fur et à mesure. Donc d'un côté, bah, ça leur laisse aussi énormément de liberté, parce qu'ils sont pas obligés d'adopter une narration précalculée, puis bon, bah, ils peuvent se permettre, par exemple, de tuer un personnage sans trop de formalité, ce qui est pas le cas chez Marvel ou chez DC, où pour tuer un personnage, il faut une réunion éditoriale avec 50 personnes, puis il faut en parler aux commerciaux, puis il faut en parler, tu vois, faut voir les produits dérivés qui peuvent être faits. Enfin, là, il y a pas tout ça. Donc ça rejoint quand même le côté, enfin c'est un comic book qui transpire vraiment la liberté et l'impertinence, et qui s'affranchit de pas mal de ces règles là quand même qui étaient encore très présentes. Alors même si dans la deuxième moitié des années 80 ça commence à se relâcher, le comics code est plus qu'il était, enfin voilà, ils peuvent même totalement s'en passer d'ailleurs déjà à l'époque, mais t'as quand même ouais ce truc où oui on voit que ça se construit un peu morceau par morceau. Je trouve aussi que la deuxième mini-série pour le coup étoffe vraiment l'intrigue. Elle va aussi maintenir une forme de tension, parce que on a compris avec la première partie avec la première mini-série, que les principaux protagonistes ils peuvent y passer. Et mine de rien, bah, ça maintient vachement le lecteur en haleine, parce que même s'il y a des personnages principaux, même s'il y a effectivement Calloway, et puis Kat, c'est ça, la copine, j'ai oublié son nom. Catherine. Tu te dis bon, ok, c'est les héros, mais bon, on a vu que les personnages principaux pouvaient mourir, donc qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'ils vont pas aller trop loin? Est-ce qu'ils vont pas être totalement pervertis par le masque au point de devenir incontrôlables, et qu'il va falloir les arrêter une bonne fois pour toutes? Enfin, tu vois, je trouve que C'est vraiment ça. C'est vraiment tout ce qui manque à mon sens chez Marvel. Ça a toujours été ce sentiment de bon bah s'il meurt c'est pas grave, il va revenir. oui, voilà. Là, effectivement, tu as raison, ouais. C'est vrai. Pour le coup, on sait que les personnages ils sont invulnérables tant qu'ils ont le masque. Mais du coup, d'ailleurs, c'est aussi un gimmick qui est bien utilisé, je trouve, là, dans ces deux premières mini-séries, où dès qu'ils sont privés du masque, ou dès que le masque n'est ne serait-ce que plus à portée de main du personnage, on se dit est-ce que c'est maintenant qu'il va y passer, parce que le masque est trop loin pour qu'il l'attrape, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est assez malin. Alors je sais pas si c'était calculé à ce point-là, mais je trouve que c'est assez chouette, quoi. Et effectivement, après, le concept de Big Head, donc qui est ce fameux personnage à la tête verte, La grosse tête, ouais. c'est comme ça qu'il l'appelle, quoi. Je trouve qu'il est assez intéressant, parce que encore une fois, même si ça a peut-être pas été pensé comme un super-héros, parce que c'est pas un super-héros, même s'il y a un moment, je crois, où il le dit, il dit ouais, je suis une sorte de justicier. Enfin, je sais plus vraiment comment il le formule, mais lui se voit un peu comme ça, Stanley, quand il porte le masque au début. Mais même si c'est pas un super-héros, il y a ce côté où
quand on est omnipotent, est-ce qu'on ne devient pas un énorme sac à merde aussi, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Et c'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on n'est pas comme ça si on voilà, avait autant de pouvoir, tu vois. Et du coup, ouais, ça c'est une question qui est très intéressante et qui a été largement creusée par plein d'autres auteurs au fil du temps. Mais voilà, c'est ce qui fait que moi j'aime beaucoup The Mask en fait, pour toutes les idées que ça amène. Encore une fois, même si ça les développe pas parfaitement, même si ça les développe pas vraiment en totalité, encore une fois, c'est des bonnes idées, un bon concept et qui est quand même relativement bien exploité, quoi. Voilà, même si ça accuse parfois un peu le poids des années parce que c'est un truc de 86 et parce que c'est un truc indé qui était pas forcément fait par des grands professionnels. On le dit, c'est un peu leur première vraie série à tous les deux, hein, Arkady et Amanki. Donc on est un peu sur des brouillons d'idées qui vont exploiter ensuite, mais il n'empêche que ça marche très très bien quand même. C'est du petit popcorn qui pète, quoi. Exactement. C'est une belle image. Et Monsieur Captain Max, ton petit rapport au film déjà, et puis ce que t'as pensé du comics. Et bah contrairement à vous, moi j'étais un petit peu plus jeune quand le film il est sorti. Hein. Ouais, donc moi c'est cassette VHS avec la jaquette piquée dans le journal, qui a un peu tourné, au moins 3-4 fois j'ai dû le voir, puis autant de fois passer à la télé, quoi, parce que moi du coup je l'ai plutôt découvert après 95-96, je devais avoir 4-5 ans, quoi. Donc pour moi c'était vraiment un truc que je regardais vraiment le côté cartoon, et le reste je le voyais pas trop, quoi. C'est arrivé vraiment que vers mes 10 ans je me suis rendu compte un peu de tout le reste, de tout ce qu'il y avait autour. J'avais peut-être même plus en tête la série animée qui était une adaptation plus ou moins fidèle du film, en fait, qui s'en fichait un peu du comics même, j'ai envie de dire. Et en fait c'était l'acteur principal qui était vraiment à la hype fin des années 90, en vrai, Jim Carrey, avec Ace Ventura, tout ça. Il était vraiment c'était vraiment l'acteur que t'avais envie de voir, que tu savais que t'allais rire, quoi. Donc j'aimais beaucoup ce film, je trouvais ça très très sympa, et j'avais aucune idée que c'était un comics à la base, quoi. Je l'ai su bien plus tard, quand j'étais adolescent par la suite, et encore je l'avais pas lu, quoi. Je l'ai découvert quand Delirium l'a sorti, je sais pas quelle année, 2020 peut-être. Donc j'ai découvert ça assez tard, quoi. Et du coup j'ai beaucoup aimé le comics. Et j'étais très content de le découvrir, d'avoir la chance de l'avoir en français, puisque je suis très mauvais en anglais, hein, même si c'est accessible en VO, pour moi ça ne l'est pas. Donc je fus content pour tout ça déjà. Donc merci Delirium. Et surtout, contrairement à Mills, j'ai préféré pas la première partie, on va dire que c'est un peu en 3 actes, un peu ce The Mask. Il y a la première partie qui fait vraiment introduction avec Stanley Hopkins par rapport, contrairement au film, qui lui c'est le personnage principal tout le long. Là, il est là sur, on va dire 50 pages, quoi, sur les 250. Donc c'est une petite introduction, et comme vous disiez au début, les comics indépendants à l'époque c'était des idées surtout. Et là je trouve que ça sent beaucoup. Les 50 premières pages, c'est vraiment, on a une idée, on va reprendre le truc, quoi, du créateur, quoi, un peu notre sauce. Et on sait pas trop où on va, quoi. On a un moment, on a même l'impression qu'ils vont passer la main de Stanley à Catherine, sa femme, pour le masque, et puis en fait ça passe à Calloway, et seulement quand on arrive à l'agent Calloway, là vraiment on commence à avoir quand même une écriture autour du personnage. On a parce que c'est vrai, Stanley Hopkins il a sa femme, tout ça, mais la relation elle est faite en 2 pages, quoi. Salut chérie, tiens, un masque, quoi. On sait rien sur eux, tu fais de la merde, tiens, un masque. Ah ouais, on sait rien du tout sur eux, quoi. Là où Calloway, on voit un peu que le mec quand même c'est un flic, c'est pas un pourri, quoi. Il est sérieux, il a un collègue à qui il s'entend très bien, tous les deux on sent qu'ils ont quand même une relation fusionnelle, ah ouais, t'as pensé ça, toi? Ah ouais, je trouve que j'ai trouvé insupportable dès le début. Ah ouais, moi je me suis beaucoup attaché à Calloway, c'est pour ça que j'ai adoré le tome 4, parce qu'on le retrouvait enfin. Là où j'ai trouvé que le tome 2 et 3 bof, quoi. En fait, tome 2 et 3, j'étais dégoûté qu'il n'y avait plus justement agent Calloway, quoi. Et j'ai trouvé ça super, quoi. Et quand ça s'arrête et qu'on passe au petit bandit, j'étais ok, on repart sur quelqu'un d'autre, là où ça va être un peu moins travaillé. Alors lui il est travaillé aussi, hein, un peu plus que Stanley Hopkins, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. Enfin j'ai pas accroché le personnage. C'était un mélange entre Stanley Hopkins et puis Stanley Hopkins, là où c'est un mec normal, un peu loser, là c'est un bandit loser. Donc je trouvais que là je trouvais que justement ça se répétait un peu, que c'était pas foufou. J'étais content qu'après ça retourne encore un nouveau personnage avec Catherine et ainsi de suite. Et j'ai aussi eu du mal parce que après justement cette passation de masque, on a créé au masque un antagoniste avec Walter, là, l'espèce de Hulk géant là.
qui lui justement me sort un peu du récit. J'ai l'impression que vraiment on a foutu un Hulk là-dedans, un mec qui est pas censé avoir des pouvoirs, quoi. Il peut prendre des balles à gogo, le mec qui revient. Qui lui, pour le coup, est un vrai personnage de cartoon sans avoir besoin du masque, puisque clairement il frôle la mort à chaque page et que le mec ne meurt jamais. Ouais, c'est un peu comme les antagonistes de Bugs Bunny et compagnie, les gros colosses qui sont là, qui attrapent par le cou, qui tapent sur la tête, quoi. C'est vraiment le gros machin. Il se taille de la joue pour triper. Mais après, physiquement et tout, il est très cool, hein. Mais je trouve que là où ça part pas du tout dans le chemin comme on avait avec Calloway juste avant, quoi, où le mec il essaye de faire régner la loi et il voit qu'il dévie et ça se conclut même à la fin où ça se passe pas très bien pour lui. Il lâche le masque parce qu'il se rend compte justement qu'il pète complètement un câble, quoi. Là où après avec le nouveau porteur, on repart encore dans un truc je le découvre, c'est super, je vais en profiter, quoi. J'aimais bien ce côté où il y avait une vraie progression et chute, quoi, pour le personnage, quoi. Donc moi c'est ce que j'ai bien aimé avec ce bandit là qui chope le masque et tout. Ouais, là où moi j'ai bien aimé parce qu'en fait tu sens que c'est un gamin perdu qui devient tout à coup un fils de riche pourri gâté, tu vois, et qui se fait complètement je vais pas tout spoiler, mais qui se fait complètement avoir par une fille. Et tu te dis mais il est complètement en train de se faire prendre en bateau, il explose la moitié des mafias, enfin il est complètement en roue libre. C'est un peu ce qui se passe quand même au début avec Stanley, au final, hein. Ouais, mais je trouve justement c'est ce que j'ai bien aimé aussi sur la seconde partie, c'est que comme toi, je trouvais qu'il y avait un beau déroulé, et moi aussi ça m'a un tout petit peu saoulé le Hulk. Après je l'aime bien Walter, mais c'est juste que ça fait un peu son côté vraiment surhumain qui sort un peu de nulle part, c'est un peu bon. Mais bon, on l'accepte, hein. En fait, c'est son visuel qui l'aide, je pense. C'est son visuel qui l'aide. Après, comme vous, hein, j'ai beaucoup aimé le fait que ça change de personnage quand même, hein, parce que c'est aussi la chance qu'on a quand on lit de l'indé, c'est que justement, comme vous disiez, un personnage il peut crever d'un moment à l'autre, hein. Un coup de fusil à pompe et puis c'est réglé, quoi, si monsieur n'a pas le masque. Donc pour ça met quand tu lis le comic, tu te dis vraiment à tout moment il peut y passer, quoi. Game of Thrones avant l'heure. Donc pour ça vraiment vraiment cool, quoi. Puis même tout ce qui est humour noir, violence, je trouve que ça passe vraiment mieux que ce qu'on nous propose aujourd'hui avec des trucs comme Deadpool ou Harley Quinn, quoi. Là où Harley Quinn et Deadpool, ils font des conneries, il y aura des impacts quand même derrière sur eux, autant physiquement que socialement, quoi. Là où le masque, une fois qu'ils mettent le masque, c'est le masque qui prend on va dire un bon 80% des choix, et lui il en a rien à faire des conséquences, quoi, aussi bien physique qu'avec les autres, quoi. Donc il a pas peur de tuer, de divaguer, de faire n'importe quoi avec tous ses pouvoirs qui sont d'ailleurs, on a vraiment l'impression sans limite, quoi. Il est capable de sortir un fusil à pompe de son slip ou un lance-roquette de son oreille, quoi. Ce serait pas étonnant, parce qu'il crée clairement il crée des armes avec rien. Il crée tout ce qu'il veut, quoi. Et du coup, c'est un vrai délire au niveau de l'arsenal pour ça, ouais. C'est vrai qu'on retrouve la scène d'ailleurs, la fameuse scène qui est aussi dans le film où il fait des animaux ballons et il finit par en faire un flingue avec. Et justement, tout ça, ce qui est marrant, c'est qu'avec Stanley Hopkins, justement, ils ont repris, les scènes les plus marquantes quand même, c'est avec ce début de comics, je trouve. C'est vrai, ouais. C'est vrai que le ballon, le mec, le taureau, etc. Les garagistes aussi. Avec le pot d'échappement dans la gorge et tout, là, les clous, les clés à molette, tout qui traverse le corps quand il se venge des gars de ça revient un petit peu dans le film aussi. Et c'est vrai que c'est quand même les scènes les plus simples, enfin les plus qu'on a le plus en tête, quoi. Et pourtant c'est le personnage le moins travaillé dans le comics, quoi, un peu plus à l'arrache, mais qui a plein d'idées et que le film, je trouve, justement reprend ça côté sympa, quoi. C'est dommage qu'il n'y a pas un petit peu plus de violence, un peu plus que c'est un peu on pouvait quand même le regarder, hein, quand on était gamin, je pense. Enfin, je trouve, hein, à part le méchant qui fait un peu peur à la fin, sinon ça je regarde quand même bien, c'est quand même assez gentil, quoi. Mais je trouve que justement le film faisait mieux cette première partie que le comics, quoi. Là où le comics par contre s'en sort très bien par la suite avec Calloway, quoi. Enfin, je trouve, hein, que Calloway était le personnage le plus sympa à suivre et qu'on s'attachait le plus, quoi. Parce que c'est vrai que les deux autres, c'est un peu les trous du cul. Et après par contre Catherine, elle est vraiment là pour subir et essayer de en gros c'est vraiment la femme qui subit un peu les dégâts des hommes qui font un peu n'importe quoi et qui elle doit derrière réussir à essayer de remettre tout ça en droit chemin et que ça se passe à peu près bien pour tout le monde à la fin grâce à elle, quoi. Sans elle, sans ce personnage là, je pense que le truc ça part dans tous les sens si on laisse les hommes au pouvoir. Comics féminin, attention. Donc oui, parce qu'au début elle est un peu mièvre, on va dire, et à la fin en fait ça devient une femme vraiment forte et tout, et c'est cool. Ouais, comme tu le dis, quand elle commence à mettre la robe rouge, tout ça, tu sais que on a le masque, hein,
Mais c'est vrai qu'elle prend une place importante dans le récit et je trouvais ça sympa qu'elle vire justement encore le loser, quoi. Donc voilà un peu, mais je n'ai pas plus de choses à dire sur vous en avez déjà dit pas mal, hein, mais c'est vrai que c'est un comics que je conseille fortement, bien plus que les deux suites, qui sont pour moi un peu plus pauvres. Ça part vraiment après dans le délire, allez hop, on met un masque à un gars un peu aléatoire, qui est un peu différent des précédents, et puis on imagine ce qu'il pourrait faire avec, quoi. Mais c'est vrai que ça tourne un peu plus en rond et on est moins concentré sur ce qui peut se passer après, quand ils enlèvent le masque, etc. de mémoire. Les conséquences, Et ouais. j'étais content justement de retrouver le tome 4, Carnaval, là, qui lui revient un peu plus là-dessus. Je l'ai pas terminé entièrement, mais j'ai lu 80% du livre, et c'est vrai que je trouvais ça bien de revenir sur Calloway, et ça mettait une sorte de ligne rouge à suivre. Donc je conseille plutôt faire tome 1, tome 4, et puis tome 2 et 3, voir vraiment si on est fan, quoi. C'est comme le Batman Joker, Lobo Joker, tout ça, c'est un truc vraiment, si on accroche au personnage de l'univers, faut se penser dessus, mais faut quand même se dire que ça part par la suite vraiment sur un délire un peu comme a fait par la suite Deadpool et Harley Quinn, où ça part dans le plus de délire possible. Faut mettre du gag, faut mettre du gag, mais on a l'impression que c'est un peu forcé au chausse-pied, quoi. À force, là où au début ça passait très bien, au bout d'un moment, bon, peut-être qu'on a fait le tour, quoi. Là, The Mask, il me semble qu'il est écrit par rapport au Joker. En plus, il s'est grandement inspiré du Joker peut-être, j'avoue. Pour le faire, ce personnage. Ouais. Je l'ai lu quelque part. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec The Mask, c'est que quand ils mettent le masque, les mecs ils deviennent un peu, ouais, mièvres encore une fois, mais débiles, quoi. Ils sont bêtes à manger du foin. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'ils sont très forts pour exterminer la moitié de la ville. Ils sont hyper machiavéliques. Ils ont l'œil partout, hyper vif et tout. Mais par contre, ça devient des débiles, quoi. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que le personnage a été construit, évidemment, pour que le mec passe pour un fou. Mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de rapport à l'enfance, mais vraiment un enfant gâté avec des armes qui se rend pas compte qu'il est dans un jeu vidéo, enfin, qui est dans la réalité, il pense qu'il est dans un jeu vidéo. Il y a vraiment ce délire-là, parce que quand tu lis les textes du Masque, c'est d'une pauvreté. Enfin, vraiment, et c'est là que tu vois que les protagonistes autour de lui, en fait, sont beaucoup plus élevés, intellectuellement. Et en fait, ça le rend un peu fou. Et j'ai beaucoup aimé ce délire-là. Au-delà du fait qu'effectivement, ils mettent un masque pour être lui-même, il y a aussi ce côté où ça le rend terriblement bête. Plus il le porte, et moins il a de cerveau, en fait. Ouais, même dans le lettrage, on le voit, hein, là où les autres, ils ont des bébés, tout ça, lui, il a des trucs hachurés, des traits un peu à l'arrache. On reconnaît tout de suite ses bulles, quoi. Là, il chante une chanson, là, j'aime chanter sous la lune, du printemps jusqu'à l'été. Enfin, vraiment, Ouais, alors, je suis pas un musicien professionnel, mais en termes de rime, c'est pas dingue, quoi. Tu vois. Après, il y a peut-être la traduction, mais. Oui, là, attention. Eh bien, écoutez, j'allais dire, est-ce qu'on recommande The Mask aux gens qui nous écoutent? Mais avec tout le bien que vous en dites, je connais presque déjà la réponse, mais je vous pose quand même la question. Ah bah, de mon côté, oui. Surtout ce premier tome, hein. Comme je dis, c'est vraiment une aventure à suivre, quoi, qui propose beaucoup de choses et très riche, et qui propose vraiment un aspect du comics indépendant que l'on aime, quoi. Là où il y a de la surprise, où il y a des idées, quoi, des idées qui s'étirent pas sans fin, comme le font parfois les Big Two, quoi. Moi, de mon côté, effectivement, je le conseille. J'aime beaucoup la seconde partie, comme vous l'avez entendu. Et je trouve juste un point un petit peu dommageable, c'est les antagonistes. Je trouve que les antagonistes sont pas assez représentés. Du moins, il n'y a pas un véritable antagoniste. Puisque en fait le personnage qu'on suit, c'est pratiquement lui l'antagoniste. Mais si vous avez pas peur de poser un peu le cerveau de temps en temps sur le côté de la table et de vous mettre un comics qui va vous faire juste du bien, où graphiquement ça va être gore et vous allez passer un super bon moment un peu blockbusterisant, ouais, je le conseille. Ouais. Bah, c'est vrai que le masque, c'est le protagoniste et antagoniste à la fois, quoi. C'est vraiment le gars qui est là. Ouais, voilà. Il les aide, mais en même temps il est pourri, et puis donc c'est vraiment des humains qui se battent un peu avec et pour lui, quoi. Donc c'est un peu compliqué. C'est ça qui est intéressant, parce qu'au début, un peu moins sur la fin, parce que c'est vrai qu'au départ il se bat contre des policiers, après il se bat contre la mafia, en gros. Ça. Donc effectivement, même les policiers ils ont arrêté. Puis contre Hulk. Ouais, voilà. Donc si vous voulez voir Hulk se faire botter le cul, C'est lisez The Mask. Et toi, mon bon vieux Chris? Eh bien, écoutez, évidemment que oui. D'ailleurs, si on vous en parle, c'est parce que ce premier tome dont on vous parle aujourd'hui, il était indisponible depuis quelques temps à cause de son succès, et que ça ressort là. Il y a un nouveau tirage qui arrive chez Delirium pour la rentrée, je crois. Alors, je sais plus trop si c'est arrivé ou si ça va arriver à l'heure où on enregistre, mais en tout cas, vous devriez pouvoir plus facilement retrouver ce premier tome chez votre libraire, avec, comme d'habitude, chez Delirium, un fort bel ouvrage. Donc voilà, n'hésitez pas à
aller découvrir The Mask. Je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, je pense que c'est difficile d'être déçu. Faut pas en attendre quelque chose de philosophiquement profond, quoi. On reste sur de la surface, mais c'est très bien aussi. Ça fait du bien dans cette période trouble. Je n'irai pas plus loin que cette phrase. Bon, bah merci messieurs d'avoir participé à cette belle émission. Où est-ce qu'on vous retrouve, Captain Max ? Sur ma chaîne et puis sur un podcast qui passe aussi sur Substack grâce à vous, monsieur. Oui, c'est vrai que je vous ai un petit peu influencé dans cette histoire, mais bon. Obligé, vous m'avez obligé. Forcé, je l'ai menacé. J'ai mis mon masque et j'ai été le forcer à mettre son podcast sur Substack, tout à fait. Émile, où est-ce qu'on vous retrouve, vous dites donc ? Alors moi, je n'ai pas la chance d'être produit par Monsieur Chris, donc vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube La Cave du Mills, sur Instagram et puis dans la Brasserie Geek, un podcast que je tiens avec les néophytes des comics. Voilà. Si vous n'êtes pas produit, vous pouvez peut-être être reproduit. Non, on verra. C'était pas prévu. C'était pas prévu, mais bon, écoutez, je vais regarder mon agenda. Voilà. Puis moi évidemment, je suis sur tous les réseaux sociaux, Christup, et puis sur Substack, toujours pour vous parler de bouquins qui vous intéressent pas, mais voilà, c'est pas grave. Merci à celles et ceux qui ont écouté cet épisode de Team Up. N'oubliez pas de le partager parce que si ça existe, c'est aussi grâce à vous. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. On n'a pas d'indice pour le prochain épisode parce que Beaumasque est nul et qu'il a pas été foutu de s'organiser pour. C'est petit de faire ça, monsieur. Je sais qu'il va écouter ça et que ça va beaucoup lui plaire. Donc voilà, on n'a pas d'indice pour le prochain épisode, mais soyez là, je suis sûr que ça va être bien. Voilà. Il fallait pas le dire, on aurait pu sortir un truc flou. On aurait sorti un truc genre gaufrier, ça passait sur un comic sur 2. Bravo. Eh bien, écoutez, ce sera l'indice du prochain. Le mot de la fin. Allez, salut tout le monde. Allez, à bientôt. À plus. Yo les héros. Alors. Non, c'est mal ce que vous faites. D'accord, c'est mal ce que vous faites. Non. Je suis désolé. 1, 2, 3. Pas du tout en même temps.